Nuit noire. 2 Perm. Comme de très loin, j'entends le téléphone sonner. Je mets un moment à me réveiller vraiment. Je soupire et m'extirpe du lit en me saisissant du portable. Allô ? Monsieur ? Je reconnais la voix du major-chef du groupe crime du commissariat de mon ressort, un ami. Ça achève de me réveiller. Ce n'est pas normal que ce soit lui qui m'appelle. Ça devrait être le quart de nuit. Il m'explique qu'il vient d'être contacté par ses collègues, il se met en route. En quelques mots, il m'indique que le commissariat a été contacté par un homme indiquant avoir entendu des hurlements dans l'appartement jouxtant le sien, manifestement une dispute entre un homme et une femme. Au départ, il s'agissait d'éclats de voix, suffisamment pour le réveiller. Il a entendu l'homme crier de plus en plus fort, des bruits de choc, puis un hurlement de femme perçant et un bruit sourd. Le requérant a ouvert sa fenêtre et aperçut en contrebas une silhouette étendue au sol. Sur place, les policiers découvrent le corps sans vie d'une femme pour laquelle les secours n'ont rien pu faire. Son compagnon, Cyril, descendu dans la rue, affirme qu'elle est tombée par la fenêtre par accident. Au vu des détails fournis par le voisin, il est placé en garde à vue. Je grimace, j'arrive. Un coup de fil au proc en m'habillant, vite et chaudement, la nuit est glaciale. Gratter mon pare-brise, programmer le GPS, avaler les 10 km qui me séparent du lieu des faits. Là, des policiers en tenue qui bloquent la ruelle non éclairée me laissent me garer non loin. Le major est déjà là, au milieu des faisceaux des phares qui trouent la nuit noire. Je me dirige vers lui, sourire tendu. Il me glisse que le médecin légiste ne va pas tarder et que le gardé à vue a été ramené au commissariat. J'aperçois au sol le corps vêtu d'une chemise de nuit de la victime, sa peau blanche tranche sur le noir du bitume. M'approchant, je distingue son crâne et les blessures gravissimes, vraisemblablement à l'origine du décès. Je vois aussi son visage, marqué, ses yeux ouverts, son regard bleu et fixe. Le major, qui éclaire la victime à l'aide d'une lampe torche, demande doucement « Ça va ?» Une main sur mon bras. « Oui. » Nouveau sourire crispé, mais ça va. Les minutes s'écoulent dans cette nuit noire, ce froid glacé, pas d'autre bruit que celui des moteurs tournant des véhicules de police. Le major me dit qu'elle s'appelait Anaïs, un peu plus de 30 ans. Elle habite là, avec Cyril depuis plusieurs années. Ils n'ont pas d'enfant. L'identité judiciaire arrive, prend des photos du corps. Pas de cliché de l'appartement cette nuit, trop tard pour la perquisition. Mon ami braque sa lampe sur la fenêtre du 3e, ouverte, d'où Anaïs aurait chuté. J'aperçois un garde-corps assez haut. Un accident ? Comment ? Le légiste arrive, salutations, puis ces mots qu'on dit toujours, ces petites plaisanteries qu'on s'aventure à faire pour conjurer la gravité de la situation. Le médecin enfile ses gants, une blouse jetable et se rapproche. Je le suis tout en restant en retrait. Un instant de dégoût en apercevant la flaque de sang qui a déjà figé autour de la tête. Le médecin décrit à voix haute des lésions au visage, des plaies très délabrantes au crâne. L'autopsie nous en dira plus. Les pompes funèbres s'approchent pour emporter le corps. Je saisis bien sûr le groupe crime. On fera le point demain. Sur le trajet de retour vers mon domicile, je ressasse. Anaïs a presque mon âge, mais faisait tellement plus jeune. Rentré chez moi, je n'arrive pas vraiment à me rendormir. Cet œil bleu, grand ouvert. Qu'a-t-elle vu juste avant ? Qu'a-t-elle pensé, ressenti ? En fin de matinée, premier point avec les enquêteurs. Cyril reconnaît s'être disputé avec Anaïs, celle-ci étant très jalouse. Mais il n'est pour rien dans sa chute. Elle s'est penchée à la fenêtre et est tombée. C'est allé très vite. Les constatations à l'appartement laissent sceptique. Anaïs est petite et la fenêtre est équipée d'un garde-corps d'une hauteur telle qu'un basculement accidentel paraît difficilement envisageable. Le voisin a été auditionné et a notamment précisé avoir entendu sa voisine crier « Non, non !» juste avant le hurlement et le bruit de chute. D'autres voisins ont témoigné de la survenue d'une dispute au milieu de la nuit, de la virulence de Cyril, de bruit dans l'appartement avant un son plus important suivant les cris de protestation d'une femme. Les auditions dans l'entourage décrivent un couple qui battait de l'aile.
Anaïs s'était confiée à sa sœur et à une amie. Lassée des sautes d'humeur de Cyril, elle ne l'aimait plus. Elle avait même indiqué qu'il lui faisait parfois peur, que toute discussion sur l'avenir de leur relation se soldait par des explosions de colère au cours desquelles Cyril cassait des objets, frappait dans les murs ou la secouait par les épaules. De plus en plus éloignée de son compagnon, elle avait décidé de partir et ses proches savaient que la rupture était imminente. Confronté à tous ces éléments, venant mettre à mal sa version, Cyril craque. Oui, ce soir-là, ils se sont disputés. Elle a fini par lui dire que c'était terminé, vraiment, que tout ce qu'il pourrait dire n'y changerait rien cette fois et qu'il allait falloir qu'il s'en aille. Cyril a voulu savoir pourquoi, sûr qu'elle partait pour un autre. Elle a éludé. Elle criait de plus en plus fort. Elle lui a dit « Casse-toi maintenant !» Il a eu l'impression d'être traité comme un moins que rien, qu'elle balayait tout ce qu'ils avaient vécu sur un coup de tête. Et il a vu rouge. Elle se tenait devant la fenêtre et il le reconnaît, il l'a poussée et elle est tombée. Les enquêteurs ne sont pas convaincus. Le garde-corps arrivait à la moitié du dos d'Anaïs. Comment aurait-elle pu chuter dans ces conditions ? Ne l'aurait-il pas plutôt jetée ? Cyril s'embrouille un peu, peine à décrire la scène avec précision, mais maintient que c'était un accident, il ne voulait pas la faire tomber. Mais alors, pourquoi aurait-elle crié « non, non » juste avant la chute ? À l'issue de la garde à vue, je saisis un juge d'instruction du chef de meurtre sur conjoint. Cyril est placé en détention provisoire. Au cours de l'instruction, il ne modifie rien de sa version. Il conteste avoir jamais été violent avec sa compagne, alors même que beaucoup de ses proches le décrivent comme impulsif, possessif et ne tolérant pas qu'Anaïs ne lui consacre pas assez d'attention, se mettant en colère. La reconstitution démontre qu'il n'est pas crédible que la victime ait basculé par-dessus la balustrade suite à une bousculade, même violente. Cyril ne l'explique pas. Mais non, il ne l'a pas fait tomber exprès. Non, il ne comprend pas. Non, il n'a jamais voulu la tuer. Il ne comprend pas les déclarations des témoins qui le décrivent comme violent, celles des voisins qui ont raconté les suppliques d'Anaïs juste avant qu'elle tombe. Il sera condamné pour meurtre aggravé à 20 années de réclusion criminelle. Il ne formera pas appel.